faut bien voir que les COP, effectivement, ont un côté un peu désespérément lent. On a l'impression qu'il y a d'un côté l'urgence climatique et puis que la COP avance un peu au rythme de l'escargot. Bon. C'est en grande partie dû à la gouvernance de la COP. La gouvernance de la COP, il faut bien comprendre que vous avez la quasi-totalité des pays qui sont autour de la table et le mode de décision, c'est le consensus. Et donc, lorsque vous avez 196 parties autour de la table et que la prise de décision se fait au consensus, vous donnez de facto un pouvoir exorbitant aux minorités de blocage. Et je pense que cette gouvernance est véritablement un problème. Oui, parce que si vous regardez par exemple un autre organisme multinational qui est l'Europe, à l'Europe, vous voyez, la plus grande partie des décisions concernant l'hydrogène, l'énergie, l'environnement, ça ne se prend pas au consensus, ça se prend à la majorité qualifiée. Donc il y a un vrai problème de gouvernance. Cela étant dit, est-ce qu'il vaut mieux un monde avec une COP qui avance lentement ou un monde sans COP? Et moi je réponds évidemment, il vaut mieux un monde avec une COP. Alors l'hydrogène, vous l'avez cité, c'est un petit peu ce qui nous réunit aujourd'hui. Quel regard vous portez sur ce vecteur d'énergie, vous l'économiste spécialiste du climat? Alors évidemment, il faut que je fasse très attention parce que vous connaissez tous beaucoup mieux ce vecteur que moi, si vous voulez. Bon. J'avais beaucoup aimé la lecture de Jules Verne, L'île mystérieuse. Je ne sais pas si vous avez en tête ce roman. Pour ceux qui lisent le français, parce que je crois qu'il y a beaucoup de collègues qui sont étrangers, dans l'île mystérieuse, vous avez une présentation, si vous voulez, d'un futur absolument miraculeux, hein, l'hydrogène apportant une abondance infinie en matière d'énergie à la place du charbon. Bon, alors, clairement, l'hydrogène, ça a été un mirage pendant très longtemps. Jérémy Rifkin a un petit peu repris ce mythe de l'hydrogène. Qu'est-ce qui est en train de changer? Fondamentalement, les technologies de base, les briques technologiques de base sur l'hydrogène sont, comme à peu près toutes les grandes briques technologiques qu'on utilise dans l'énergie, découvertes à la fin du 19e siècle. La pile à combustible, hein, c'est 1854. Hein, mais bon. Bon. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau, c'est que la baisse des coûts absolument incroyable de la production des énergies renouvelables et de l'électricité renouvelable laisse entrevoir la possibilité d'un déploiement rapide de ce vecteur avec, à la source, une électricité décarbonée. J'insiste beaucoup sur ce point. Aujourd'hui, plus de 90% de l'hydrogène qui est produit dans le monde, il est produit à partir des énergies fossiles. Il est temps que ça change. Ce n'est pas comme ça qu'on va décarboner. Donc il y a des grandes révolutions qui se profilent du côté de l'offre, la baisse des coûts de l'électricité renouvelable et puis la baisse des coûts de la production d'hydrogène à partir de cette électricité grâce aux électrolyseurs. Et évidemment, le fait que McPhy soit dans la région est une bonne nouvelle parce que c'est un point essentiel. Mais toute la question qui va se poser maintenant, c'est le rythme avec lequel on va pouvoir abaisser suffisamment les coûts, à la fois continuer à baisser les coûts de l'électricité renouvelable et en même temps abaisser les coûts de la production d'hydrogène grâce aux baisses des coûts des électrolyseurs qui aujourd'hui sont encore assez coûteux. Oui. Donc là, je crois qu'il y a une bataille des coûts qui est devant nous et ça va être très important parce que dans le futur, voyez-vous, on ne va pas avoir une abondance infinie hein, des énergies, et même si on a beaucoup d'énergies renouvelables. Vous aussi, vous le dites, c'est la fin de l'abondance. Oui, bien sûr, et il va falloir baisser les coûts pour être compétitif. J'ajoute un point sur la production d'hydrogène vert, c'est que, et surtout ici dans ce pays qui est vraiment un laboratoire incroyable de recherche, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que dans 20 ou 30 ans, ce sera forcément à partir de l'électrolyse d'électricité qu'on produira de l'hydrogène vert. Il y a beaucoup de recherche et développement sur d'autres leviers, parce que l'hydrogène, voyez-vous, c'est
c'est le premier élément hein, dans la table de Mendeleev, c'est le corps qui est le plus abondant. C'est la matière qui est la plus abondante dans l'univers et il y en a partout de l'hydrogène. Donc il y en a dans la biomasse. Peut-être qu'on va demain être capable de produire de l'hydrogène vert de façon compétitive à partir de la biomasse. Plusieurs formes de biomasse, ça peut être des matières ligneuses, du bois, ça peut être des matières agricoles. Il y a des travaux de recherche qui sont faits, je crois plutôt au Mans du reste qu'ici. Ça peut être les déchets. Moi j'ai vu des entreprises de technologie qui travaillent sur la transformation du déchet organique en hydrogène. Et puis, je donne maintenant quelques cours à Centrale Supélec. Au laboratoire de recherche des plasmas à Centrale Supélec, on travaille sur faire passer un courant, non pas dans un électrolyseur, mais sur du méthane, vous voyez, parce qu'il y a aussi de l'hydrogène, du méthane. Donc, il y a toute une palette de méthodes de production d'hydrogène décarboné qui sont aujourd'hui expérimentées, qui ne sont pas encore au stade du développement industriel, mais on ne sait pas du tout quels seront, dans 10 ou 20 ans, les vecteurs de production d'hydrogène vert qui seront les plus compétitifs. Dernier point peut-être, parce que l'heure tourne malheureusement. Christian de Pertuis, je m'adresse là à l'économiste. On a parlé de technologie, on a parlé de volonté politique, il y a là d'urgence climatique. À votre avis, quels seront les facteurs de réussite? Coopération, intégration? Écoutez, je ne vais pas en rajouter encore un peu après ce qui a été présenté ce matin par les représentants des autorités politiques, mais je crois que ce territoire et cette région sont un bon exemple que lorsqu'on démarre suffisamment tôt, bon, la région est apparemment, bon, je ne vais pas vérifier, mais a été l'une des premières régions à démarrer, bon, et lorsqu'on est capable de mettre en lien les différentes parties prenantes, la recherche, les industriels, les citoyens, on a quand même beaucoup d'atouts dans les mains. Bon, je voudrais dire peut-être un mot juste sur les utilisations finales. Il va y avoir aussi des choix compliqués à faire sur quelles sont les vraies priorités dans l'usage final de l'hydrogène. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'hydrogène, et je crois qu'il sera très important pour la transition climatique qu'on utilise l'hydrogène pour faire de la décarbonation, là on n'est pas capable de le faire avec d'autres méthodes. Et pour moi, les priorités climatiques sur l'usage de l'hydrogène en matière de décarbonation, c'est ça a été dit du reste, la décarbonation de certains secteurs industriels. Le principal enjeu pour le monde, c'est de décarboner la production d'acier primaire. Hein? L'acier primaire, aujourd'hui, on ne sait pas le décarboner d'une autre façon. Et si on veut que les pays du Sud se développent, eh bien, il faudra produire de l'acier primaire au Sud, avec de nouvelles méthodes. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, dans la mobilité, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant forcément de mettre de l'hydrogène dans des véhicules particuliers. Il y a probablement des choses beaucoup plus urgentes à faire sur la mobilité lourde, qu'elle soit sur terre, sur mer, peut-être demain en l'air. Et puis il y a un troisième point qui est très important, c'est que l'hydrogène peut changer d'échelle grâce à la baisse des coûts des énergies renouvelables, mais l'hydrogène est aussi un vecteur d'intégration des énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques de demain, car c'est un formidable potentiel pour faire du stockage intersaisonnier. Hein, produire de l'hydrogène au moment où on a beaucoup trop de soleil ou beaucoup trop de vent par rapport aux besoins du réseau, et ensuite réutiliser cet hydrogène et faire massivement du stockage intersaisonnier qu'aujourd'hui on ne sait pas faire en dehors des steppes, du remontage de l'hydraulique sur les barrages. Puisque vous parliez du réseau électrique, ce qu'on apprend en lisant votre petit bouquin justement, c'est que la production d'électricité, ça génère pas mal de CO2 paradoxalement sur Terre. Vous pouvez dire que c'est pas mal, oui, puisque la production d'électricité dans le monde est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Ça en représente environ 25%, c'est-à-dire c'est pratiquement 2 fois plus que les transports. C'est plus que l'industrie et c'est la raison pour laquelle le premier vecteur de décarbonation des économies dans le monde, c'est la décarbonation des systèmes électriques.
Et on voit combien la problématique de ce forum de l'hydrogène est liée à cette problématique de la décarbonation de l'électricité. Alors, on est un peu moins conscient de ce fait en France, parce qu'une grande partie de notre électricité est décarbonée. Mais si vous raisonnez à l'échelle de l'Europe, la première source d'émissions de CO2 en Europe, c'est la production d'électricité, hein,